Ah, là voilà la Poste. À partir du 11 juillet 2019, la Poste change d'adresse. Non à la fermeture. Apparemment, il y a des habitants qui se sont mobilisés. On va aller voir ce qu'il en est. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que c'est un symbole pour vous, un bureau de poste qui ferme? Un peu beaucoup, parce que c'est la fonction publique. La poste, le pain, le café, c'est ce qui fait marcher un village. Hein. Donc sans tout ça, on n'a plus rien. Alors, ils ont installé un point poste juste à côté, dans un supermarché. Vous y êtes allé? Vous en pensez quoi? Moi, je vais pas au supermarché, j'y vais pour faire mes courses, pas pour envoyer un courrier, je suis désolé. La Poste, elle dit oui, mais enfin, faut comprendre, il y a de moins en moins de courriers. On n'a plus besoin d'avoir autant de bureaux de poste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour eux, d'un point de vue financier, j'imagine que c'est intéressant. Pour les personnes qui ont besoin du service, c'est pas une bonne chose, non. Ils ont dit il y a moins de monde dans la journée, mais chaque fois qu'on allait, il y avait 3 heures de queue. C'est ça que je comprends pas pourquoi ils l'ont fermé. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre facteur? Oui, je le connais, il s'appelle Christophe, il est absolument adorable. Vous avez l'impression que votre factrice, elle est beaucoup plus pressée qu'avant? Ah bah bien sûr. Avant, elle s'arrêtait pour prendre un café, maintenant, elle s'arrête plus. On le voit passer, des fois il nous jette le courrier, enfin il nous dit bonjour quand même. Hein. Il vous en a parlé de ces cadences? On n'a pas le temps. Le choix d'envoyé spécial à la Poste. Des cadences qui s'accélèrent, des facteurs soumis à un algorithme, des salariés à bout. Témoignage édifiant sur une entreprise sous tension. Notre envoyé spécial s'est rendu au Texas. Pourquoi de jeunes enfants migrants sont morts en centre de rétention alors qu'ils étaient sous la responsabilité des autorités américaines? Nous avons enquêté. Ma vie en apnée. Envoyé spécial vous propose une incroyable expérience, plongée avec le champion français Guillaume Néry. Il vous emmène à 100 mètres de profondeur. Retenez votre souffle. Mais que se passe-t-il à la Poste? Une réorganisation? Oui, mais à quel prix? Depuis quelques mois, on nous a alertés. De nombreux salariés souffrent, certains en arrivent même au suicide. Qu'ils soient facteurs ou cadres, nous avons recueilli des témoignages inédits. Ils nous dévoilent ce qui se passe derrière le guichet. C'est le choix d'envoyé spécial et c'est signé Pedro Brito da Fonseca, Bruno Joucla et Marc Boulet avec Première Ligne Télévision. Allez. En pleine nuit, des dizaines de facteurs des Hauts-de-Seine pénètrent par effraction dans le siège de la Poste. Allez-y, prenez les escaliers, sixième. Le meneur, c'est Gaël Kirante, facteur des Hauts-de-Seine et syndicaliste chez Sud PTT. Suffit d'entrer par la porte. C'est tout simple. Fondamentalement, là, ce qu'on revendique, c'est juste de ne pas être traités comme des chiens. C'est pas acceptable. Et c'est ce qu'on va redire encore ce soir. Ces postiers sont en grève depuis 15 mois pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils espèrent la venue de leur direction. T'as des gens là-bas, à l'étage là-bas. Il n'y a pas de pote à nous. N'ouvrez pas les fenêtres. Mais vers 2 h du matin, c'est la police qui investit le bâtiment. Non, c'est celui-là le premier. On recule, celui-là, recule. 1, 2, 3. Attention, doucement. Voilà. Et maintenant, on pousse contre le mur là. Là, let's go. Les salariés se barricadent dans une salle de réunion. Les policiers sont maintenant de l'autre côté de la porte. Nous souhaitons avoir un interlocuteur postal au siège de la Poste. On voit la réalité des prix, des salaires de misère, la précarité à tous les étages, des suppressions d'emplois et un refus complet de discuter, un refus complet d'avoir la moindre prise en considération de ce qui est vécu par les facteurs et les factrices. Et qu'est-ce qu'on veut? Comment ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Comment ça? 3 h du matin. La direction n'est pas venue. La police les déloge.
négociations à la poste. Voilà, c'est ça les négociations à la poste. C'est des sauvages. C'est des sauvages. Je veux dire, il va falloir qu'ils prennent un abonnement à Ikea. On reviendra. Gaël Quirante, le leader syndical, et 3 autres personnes finiront en garde à vue. La Poste a porté plainte pour intrusion avec effraction. Une opération commando, symptôme d'un malaise grandissant dans l'entreprise. Depuis 10 ans, les effectifs ont diminué de 20%, 50 000 postes en moins. Pour s'adapter à un marché du courrier en chute libre, l'entreprise vit au rythme de réorganisation répétée. Le travail des facteurs est désormais minuté à la seconde près par un logiciel informatique. Là, pour l'instant, je tiens, mais je sais que je n'arrête pas à vite avec un âne. De nombreux salariés dénoncent des cadences excessives et une grande souffrance au travail. Ça m'arrive de prendre quelques anxiolytiques quand vraiment je vais être un peu désagréable et je sens que ça monte, donc un petit Lexomil, ça descend. Quand vous vous sentez humilié, dévalorisé, des fois vous vous dites à quoi ça sert, quoi. Plusieurs bureaux ont été confrontés à des drames, des suicides. Quand je ferme les yeux, je la vois accrochée à une poutre. Mais merde. Quand vous avez un doublement du taux de suicide dans une entreprise, évidemment, c'est que ça va très très mal. Mais contrairement à France Télécom, La Poste a réussi à éviter la médiatisation des drames. À France Télécom, ils ont eu plein d'emmerdes avec leur suicide. Est-ce que La Poste en a eu? Certainement pas. Pendant 4 mois, nous avons interviewé des dizaines de salariés, des facteurs, mais aussi des managers, et même des cadres dirigeants. Enquête sur la souffrance invisible d'une société en pleine mutation. À La Poste, un drame a récemment brisé une famille. Charles Griffon, 53 ans et père de 2 enfants, était un facteur à l'ancienne. Il aimait prendre le temps de discuter en chemin. Et tous les 24 décembre, il faisait sa tournée habillé en Père Noël. Pour sa sœur et ses parents, Charles était passionné par son métier. C'était quelqu'un de travailleur, de bosseur. Il venait avec joie au boulot. Pour lui, c'était sa vie, quoi. Et il l'a fait pendant 11 ans, sa tournée en Père Noël. Tous les enfants ont été là, les adultes, et ils attendaient tous. Et toutes les années, ils l'attendaient. Et puis depuis son contrôle en 2014, là, ils ont dit « Monsieur Griffon, vous avez mis trop de temps. » Comment ça? Ben oui, vous êtes arrêté là, mais c'était un de mes clients anciens. Je lui fais des... C'est pas votre travail. Vous devez faire tant de minutes pour une lettre, tant de minutes pour un paquet, comme ça. Alors ça a commencé, et puis après, ils ont remis encore 250 boîtes en plus. Alors là, il a pété les plombs, quoi. 2 ans plus tard, le 17 juillet 2016, Charles Griffon se suicide, en laissant une lettre pour expliquer son geste. Lettre d'un facteur désespéré. Depuis 34 ans, j'ai exercé mon métier avec amour de mon travail, mais ils m'ont totalement détruit. Alors, bougeons avec la Poste et mourons avec la Poste. Voilà, comme ça, c'est fini. C'est dur à réaliser ça, tout ce que la Poste nous prive dans notre vie. Il avait l'impression d'être une machine qui distribue le courrier sans aucun sentiment, sans rien du tout. La Poste, c'était vraiment devenu une machine de guerre, quoi. De quel droit ils pressent sur les gens comme ça, sur leur personnel, pour qu'à la fin, il arrive de tels drames? Mais de quel droit? Augmenter les cadences de travail, c'est effectivement une volonté de la Poste. Avec l'arrivée d'Internet et des emails,
le volume de courrier postal s'est effondré ces dernières années. Moins 50% en 10 ans. Face à cette perte de chiffre d'affaires, la Poste veut augmenter la productivité de ses facteurs. Les tournées sont souvent rallongées. En région parisienne, Jean-Louis a 800 boîtes aux lettres à remplir chaque jour, en moins de 4 heures. Il a accepté que nous suivions sa tournée, en restant anonyme. Je pense que je vais quand même un peu plus vite que les autres, mais je devrais même aller beaucoup plus vite. Mais le truc, c'est que aller plus vite, c'est bien, c'est qu'à force, tu fatigues. Donc là, c'est devenu industriel. Là, pour l'instant, je tiens, mais je sais que je serai pas vite à l'étalage. Après, il y en a qui craquent. Hein. Qui craquent justement à cause de ça, parce qu'ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à finir. Ça ne ressemble pas à leur travail. C'est du n'importe quoi. Chaque geste des facteurs est minuté. C'est le facteur, j'ai un recommandé pour vous. Un recommandé, par exemple, doit être déposé en moyenne en 1 minute 30. Je ne vais pas être spécialement fatigué, je prends l'ascenseur, je suis distribué à recommander au 7e. Entre le moment où j'attends, où je distribue et je redescends, je pense que 1 minute 30, elle sera dépassée. Bonjour. Il faudrait juste une signature. Merci, bonne journée, au revoir. Ça, c'est les 33 commandés qui me restent à faire. Et il est midi moins 20. Vous avez réussi à les faire? On va voir, là je vais entamer l'autre côté du boulevard. On verra bien. Fin de journée. 15 recommandés n'ont pas été distribués, faute de temps. Jean-Louis devra le faire demain. Tenir les cadences, c'est le grand problème des facteurs. Un chercheur a voulu comprendre comment travaillent les postiers. Nicolas Jounin est sociologue. Il a réussi à se faire engager récemment dans un bureau de poste. Pendant 5 semaines, il a partagé incognito le quotidien des facteurs. Il a participé aux travaux de tri et de distribution. Un facteur me disait tout le temps, quand tu es facteur, il faut penser cadence. Au début, tu ne tiens pas la cadence et au fur et à mesure, soit tu n'y arrives toujours pas, soit et grosso modo, tu dégages, soit tu finis par y arriver. Et chacun avait ses petites astuces pour essayer de maintenir justement cette cadence qui était une préoccupation permanente des facteurs. Avant, pour définir les tournées des facteurs, la Poste testait les trajets en conditions réelles, dans la rue. Mais depuis 10 ans, tout a changé. Aujourd'hui, c'est un logiciel informatique qui calcule automatiquement les itinéraires. Il s'appelle Géoroute. Beaucoup de postiers s'en plaignent. Le sociologue confirme que ce logiciel ne prend pas en compte tous les paramètres de déplacement des facteurs. Le logiciel ne prend pas en compte le relief. Si c'est montagneux ou si c'est plat, c'est pareil. Il ne prend pas en compte la météo. Et on aura les mêmes normes et cadences qu'on se trouve à Dunkerque ou à Nice. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Et la Poste fait comme si tout était pris en compte. En fait, c'est un outil de fermeture totale du dialogue. Les directions locales elles-mêmes ne sont pas informées de la manière dont fonctionne l'outil, donc elles sont incapables de l'expliquer aux facteurs. Donc les facteurs n'ont pas l'information et on leur dit ta tournée actuelle, elle fait 5h12 alors que tu dois 7 heures de travail. Alors le facteur, il est déjà un peu surpris parce que lui, il a l'impression qu'il met peut-être pas 7 heures, mais qu'il met 6h30 pour faire sa tournée en moyenne et pas 5h12. Et du coup, on va te rajouter de quoi arriver de 5h12 jusqu'à 7h. Et il n'y a aucune possibilité de discuter ce qu'on met dans le modèle. Nous prenons contact avec le service de presse de la Poste pour en savoir plus sur son logiciel. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'aurais souhaité avoir le service communication, s'il vous plaît. Si j'ai votre appel. Je suis journaliste et c'est pour une demande d'interview. Je transfère votre demande à mon collègue et puis il vous rappelle tout de suite après. Merci madame, merci beaucoup. Le service presse nous rappelle, mais ne nous donne aucune information sur le logiciel Géoroute. Pour dénoncer l'impact des cadences informatiques sur leur quotidien, certains facteurs des Hauts-de-Seine multiplient les actions. Le syndicaliste Gaël Quirante est toujours à la manœuvre. Ce jour-là, ils font irruption au siège de la Banque Postale. Merci de rien. On y va, on se dépêche. Ah voilà la souplesse. Et la salle du conseil, elle est à qui? À qui? Gaël Quirante est en conflit avec la direction. En 2011,
il a été condamné à 1 500 € d'amende avec sursis pour avoir séquestré des membres de l'équipe RH. Ensuite, il a été licencié, décision qu'il conteste devant la justice. Pour forcer la direction à venir négocier, il occupe une salle de réunion avec ses collègues. C'est à notre employeur de faire la démonstration de comment il quantifie la charge de travail. Voilà, ils parlent de modélisation, ils parlent de logiciels, et ils sont incapables de donner les documents, les normes et les cadences qui permettent d'établir cette charge de travail. C'est normal qu'on soit en colère, c'est normal qu'on soit énervé. Nous, on voit bien quand on mène l'activité de facteur et factrice que la charge de travail, elle n'a pas diminué. Cette fois, la police n'intervient pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien ? Le directeur des relations sociales de la Poste a été dépêché en urgence sur les lieux pour calmer le jeu. Vous êtes tout seul ? Oui. Il n'y aura personne d'autre ? On va voir, nous, comment on conforme notre délégation. D'accord. D'accord ? Parfait. Très bien. On fait ça. Les facteurs s'enferment dans un bureau avec le directeur des relations sociales. Je pense qu'on a bien entendu vos revendications, on y travaille. Parce que nous, on est disponible pour travailler dès maintenant. Hein. S'il faut travailler dès maintenant, on travaille dès maintenant. S'il faut régler les affaires dès maintenant, on les règle dès maintenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas respectueux. On se voit lundi, et lundi, voilà, dans un cadre qui est préparé, prévu, et on pourra avancer lundi. Au bout d'1 heure de discussion, les facteurs lèvent le camp. La réunion de négociation prévue le lundi suivant ne donnera rien. Les salariés n'ont obtenu aucune information sur le logiciel Géoroute. Alors, pour forcer la Poste à répondre, des représentants du personnel ont attaqué l'entreprise devant plusieurs tribunaux de grande instance. La Poste a été condamnée plusieurs fois, à Paris, Nanterre, Marseille. Il lui est reproché notamment un défaut d'information. Mais depuis 2019, elle fait systématiquement appel. Pour ne pas livrer la totalité des données sur son logiciel, elle aurait trouvé la parade, selon le sociologue. La Poste a d'abord refusé de fournir ces documents, puis elle y a été contrainte par certains tribunaux. Et là, la Poste a donc prétendu avoir tout perdu de manière orale à certaines audiences, en disant par exemple qu'ils avaient été perdus lors de déménagements. Ça veut dire que donc, les fondements de ce modèle et de ces algorithmes ont été perdus, ce qui signifie que l'ensemble du modèle de calcul des durées théoriques des tournées repose sur du sable. Nous rappelons le service de presse de la Poste. Ouais. Oui, allô, monsieur Guillaume. Oui. Oui, bonjour, monsieur Guillaume. Je suis Pedro da Fonseca. Et je me permets de vous... Je peux vous rappeler parce que je suis en voiture, là. Parce que, écoutez, c'était juste bref, parce que... Je vous rappelle. Personne ne nous rappellera. La Poste nous a fait savoir, par mail, qu'elle ne nous accorderait aucune interview. La Poste a changé de statut il y a 10 ans. Auparavant, c'était une entreprise publique employant des fonctionnaires. En 2010, c'est devenu une société anonyme à capitaux publics. Pour accompagner la chute drastique du courrier et pour affronter la concurrence européenne, l'entreprise a dû repenser toute sa stratégie. Augmentation importante de la distribution de colis, développement des activités bancaires, nouveaux services comme les visites aux personnes âgées. Avec plus de 210 000 salariés et un chiffre d'affaires de 24 milliards en 2018, l'entreprise reste un mastodonte. Depuis 10 ans, pour gagner en productivité et s'adapter aux nouvelles évolutions, la Poste réorganise régulièrement ses bureaux. Ces réorgs, comme disent les postiers, ont lieu tous les 18 à 24 mois en moyenne. Elles seraient facteurs de stress et de souffrance au travail, selon certains salariés. Marie est responsable des ressources humaines dans l'Est de la France. Elle a accompagné 450 postiers en réorganisation. Elle admet que ces changements répétés sont souvent mal vécus sur le terrain. Comment est-ce que les facteurs vivaient ces réorganisations ? Très mal. Très mal, parce que ça revenait très souvent, entre 18 et 24 mois. Donc dès qu'ils commençaient à s'adapter à la nouvelle organisation, hop, ça rechangeait. C'était un stress permanent parce qu'aujourd'hui, ils étaient sur une tournée, ils ne savaient pas si leur tournée allait être conservée, s'il fallait qu'ils apprennent une autre tournée, s'ils allaient être titulaires d'une autre tournée. Donc c'était très difficile pour eux. Il y avait toujours des gens en souffrance, avec de fortes inquiétudes.
Donc on essayait de les accompagner comme on pouvait. Les personnes les plus fragiles, on essayait de les rassurer. Puis l'organisation se passait de toute façon. Hein. Quand j'avais l'objectif en début d'année, je savais très bien que c'était irréalisable. Et il fallait absolument persuader les agents qu'il fallait faire ces réorganisations. C'était juste de la persuasion pour qu'ils adhèrent. Au bout de 3/4 d'heure d'interview, Marie va nous faire un aveu inattendu. Après des années de réorg, elle aussi a fini par être impactée. Est-ce que vous imaginez que des personnes puissent se donner la mort aujourd'hui à cause de leurs conditions de travail à la Poste? Oui, je l'imagine très bien. Hein. Moi, fut un temps, j'en étais là. J'arrivais plus à faire la part des choses. Ça m'avait tellement envahi. J'y pensais, ouais, je comprends ça. Quand il n'y a plus de coin de ciel bleu dans sa vie parce que le boulot vous a mangé, et c'est compliqué. Et quand vous vous sentez humilié, dévalorisé, quand on vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur du poste que vous occupez, c'est dur. Hein. Des fois, vous vous dites, mais à quoi ça sert, quoi? Pourquoi je suis là? Et on peut avoir des idées noires. Ouais. Je pense que ça arrive qu'aux personnes qui sont consciencieuses dans leur travail. Hein. J'étais même arrivé à avoir un dégoût, un écœurement de ce que je faisais. Pourtant, j'adorais ce que je faisais. Aujourd'hui, Marie travaille toujours à la Poste, mais ne s'occupe plus des réorganisations. Une autre histoire, dramatique, illustre la détresse de certains postiers face aux réorganisations. C'est l'histoire de Paola da Silva, factrice à Sarlat. En 2016, cette mère de famille a fait un burn-out après une première réorganisation de son bureau. À l'époque, son directeur tire la sonnette d'alarme dans un courrier adressé au siège à Paris. La situation de mon établissement s'est considérablement dégradée après la mise en œuvre des réorganisations, générant un absentéisme accru et un climat social tendu et conflictuel. Ce directeur est remplacé par un nouveau manager qui lance à son tour une réorganisation en 2018. Paola da Silva, la factrice de Sarlat, est alors en arrêt maladie pour une fracture du pied et elle craint d'être mise à l'écart. En détresse, elle envoie des SMS à une amie et collègue. Besoin urgent d'un syndicat de confiance pour m'aider. Je suis dans la merde. Ils veulent ma peau. Je panique. Paola se confie aussi à Jérôme Neuville, un ami d'enfance et collègue à la Poste. Elle m'a dit que la Poste voulait la virer, voulait s'en débarrasser, l'avait écartée. Elle était très stressée par rapport au travail, par rapport à la réorganisation qui se mettait en place, qui était compliquée. C'était impressionnant parce que c'est pas Paola que je connaissais. C'est Paola qui avait perdu pied. 3 jours après s'être confiée à son ami, le 24 octobre 2018, Paola met fin à ses jours. Aujourd'hui, certains de ses collègues estiment que son employeur aurait une responsabilité dans le drame. Malheureusement, toutes ces réorganisations qui sont incessantes créent ce mal-être qui finit par devenir permanent. Alors, ça dépend des bureaux de poste, mais ce qui est certain, c'est que l'ambiance, déjà, elle change du tout au tout quand il y a une réorg. C'est une montée de pression extraordinaire. Il y a eu 3 réorganisations à Surac. Ouais. Il y a donc 8 tournées qui ont disparu. Ouais. 8 postes. Nous, si on se réunit, c'est parce qu'on a envie de crever un peu cet abcès qui nous démolit, quoi. Savoir comment on en est arrivé là. Moi, je suis là personnellement, je le dis clairement, c'est pour Paola. Parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise, tout simplement. On a besoin d'en parler ensemble, c'est une souffrance terrible. Quand je la revois et que je sais que maintenant, quand je ferme les yeux, je la vois accrochée à une poutre. Ben merde. Hein. Si c'est arrivé à Paola, on peut se dire, mais est-ce que finalement, le prochain sur Alice, est-ce que ça sera pas nous, quoi? Moi, personne n'est à l'abri. On se demande si on est à l'abri, finalement.
Pour connaître la version de la Poste, nous avons joint la patronne de Paola. Je voulais juste savoir, excusez-moi, par rapport au mal-être des postes... Je ne pas, monsieur, sur le fond, d'accord voilà, c'est l'attaché de presse qui répondra, d'accord? Vous répondez... Donc, ce que je fais, c'est que, je transmets vos coordonnées, d'accord, à l'attaché de presse qui prendra contact avec vous. Et c'est pas possible juste d'échanger... Ok, non, c'est pas possible du tout, monsieur, non. Non. Donc, je vous mettrai en relation avec une personne qui répondra à toutes vos sollicitations. Et est-ce que... Bon après-midi, au revoir. Le service de presse ne nous a finalement jamais rappelé. Moins de 2 semaines après la mort de Paola, une autre factrice de la région se suicide, à 70 km de Sarlat. Un cabinet de ressources humaines indépendant a réalisé un audit dont les conclusions sont sévères. Cette maltraitance managériale s'exerce dans le cadre d'une succession de réorganisations anxiogènes, une combinaison particulièrement dangereuse pour la santé physique et mentale des agents. Aujourd'hui, les facteurs ne sont plus les seuls concernés. Le malaise grandit jusque chez les cadres de l'entreprise. En juillet 2019, quelques-uns ont organisé un groupe de parole informel. En secret, ils se sont réunis chez l'un d'entre eux pour partager leurs expériences. Ils ont exigé de rester anonymes, car ils sont toujours en poste. Très vite, la réunion tourne à la séance de psy collective. Oui, j'ai eu cette expérience d'être pris entre deux feux et de pas trop savoir comment faire. Si votre job, c'est de tenir le discours de la boîte et dire « mais pas du tout, ça ne déconne pas ». Et je vais vous lister tous les éléments pour lesquels ça déconne pas. Et au fond de vous, vous savez que les mecs ont raison. C'est clair que c'est pas simple. Moi, vraiment, j'en étais arrivée à un point de me dire je sais pas manager, c'est ma faute presque. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ne serait-ce que autoriser que les gens puissent reconnaître qu'ils souffrent, ce serait déjà énorme. Tu me dis plus, c'est pas moi qui suis pas à la hauteur, c'est juste que la boîte est folle. Ça fait déjà du bien. Mais je vous dis franchement, j'ai tenu par antidépresseurs, ça m'arrive de prendre quelques anxiolytiques quand vraiment je vais être un peu désagréable et je sens que ça monte, donc un petit Lexomil, ça descend. Et le soir, j'ai tendance à en boire 1 ou 2 verres de vin, oui, pour le faire baisser. Et autant, je pense, avant, il y avait un collectif et de l'entraide qui permettait d'amortir, parce qu'on en parlait à un collègue, autant maintenant, on en parle à un collègue, on ne sait pas s'il va la pas l'utiliser après contre vous. Ah non mais c'est vrai, pour vous dégommer, vous prendre votre place, on est quand même assez seul. Donc j'ai raison. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. C'est horrible. S'agit-il de témoignages isolés? Nous nous sommes procuré un document confidentiel. En mai 2019, pour la 2e fois en 10 ans, des médecins du travail de la Poste tirent la sonnette d'alarme. Ils sont 23 signataires et ils interpellent le PDG du groupe, Philippe Val. Nous, médecins du travail du groupe La Poste, tenons dans ce courrier à vous alerter sur les risques psychosociaux concernant les encadrants, toutes branches confondues. La situation devient alarmante et de plus en plus difficile à gérer. Les 23 médecins énumèrent tous les troubles constatés lors de leur consultation. Troubles du sommeil, problèmes cardiovasculaires, troubles de l'alimentation, troubles anxieux, troubles dépressifs. Certains ont quitté leurs fonctions car ils n'arrivaient plus à faire face. Nous notons des cas d'épuisement professionnel, un turnover important, une augmentation des arrêts maladie, voire parfois des tentatives de suicide. Combien y a-t-il eu de suicides et de tentatives de suicide? Difficile à dire. La Poste refuse de communiquer ces chiffres. Mais un homme, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise, a établi des listes officieuses. Suicide à la Poste. Moi, j'ai touché à un gros dossier quand même. Terrible. Il vit dans le sud de la France.
C'est la première fois qu'il témoigne devant une caméra, à visage découvert. Cet ancien facteur a gravi les échelons jusqu'au grade d'inspecteur principal. En 2008, alors que la Poste prépare son changement de statut, il commence, de sa propre initiative, à compiler tous les suicides et tentatives de suicide des postiers en s'appuyant sur des données syndicales. Évidemment, j'ai un collègue de travail qui est sur la liste. Je crois que j'ai décidé de tenir une comptabilité des suicides à la Poste dès les années 2008-2009, au moment de la décision de la privatisation de l'entreprise. Ça s'est révélé être une bonne idée, puisque ça a permis de tracer la crise suicidaire et de la mettre en évidence, de la porter sur la place publique. Entre 2008, 2009, 2010, on a senti une accélération. Très nettement, en partant d'une situation où il y avait à peu près une vingtaine d'actes par an, on est passé à une situation où il y en avait 30, voire plus. Donc de 20 à 30 ou 35, ça fait quasiment un doublement. Donc quand vous avez un doublement du taux de suicide dans une entreprise, évidemment, c'est que ça va très très mal. Après 2010, date du changement de statut, la situation s'aggrave encore selon Marc. 2012-2013, ça a été catastrophique. Hein. Les actes sur le lieu de travail ont beaucoup cru. Là. Je vois sur la liste, à partir de 2012, cadre sup à Tréguinck dans le 29 sur lieu de travail, agent PFC Gennevilliers sur lieu de travail, agent Centre Courrier Saint-Denis à La Réunion sur le lieu de travail, Saint-Lô en 2012 toujours sur le lieu de travail. Donc forcément, la suspicion d'une cause directement liée au travail paraît évidente. Et vous pensez que votre liste est exhaustive? Non. On n'avait pas une vision exhaustive. Certains actes, bien sûr, sont passés au travers. Donc j'imagine qu'il y en avait un peu plus que ce qu'on a pu noter de notre côté. Lors des années où on en relevait 30 ou 35, on peut peut-être penser qu'il y en avait une quarantaine ou plus, ce qui est extrêmement considérable dans une entreprise où les personnes sont protégées par la garantie de l'emploi et n'auraient a priori aucune raison de mettre fin à leur jour pour des raisons d'inquiétude sur leur avenir. En 2013, la Poste crée un numéro vert interne d'aide psychologique pour les postiers en difficulté. La liste de Marc s'arrête en 2015. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons identifié un cadre dirigeant au plus haut niveau de l'entreprise qui aurait eu accès à une liste établie selon lui par la Poste elle-même. Nous avons négocié une interview pendant des mois. Choqué par ce qu'il a vu, il a fini par accepter de nous recevoir. La liste qu'il a eue en main concerne l'année 2016. J'ai vu une liste nominative de postiers suicidés ou qui avaient fait des tentatives de suicide, et il y avait 46 personnes sur la liste. Je suis absolument formel, il y avait 46 personnes sur la liste. D'abord, j'ai été absolument estomaqué du nombre. Ça m'a fait une grande peine, très franchement. D'autant que je sais pertinemment qu'une partie d'entre eux sont liés à la souffrance au travail. Ça me choque, effectivement, que l'entreprise dans laquelle je travaille génère ce genre de choses. Décider de quitter la vie pour son boulot, pour la souffrance qu'on a à son boulot, c'est inacceptable. Qui étaient les destinataires de la liste? Le document a été adressé au directeur de la sécurité globale du groupe, qui l'a validé, et ensuite elle était adressée au directeur délégué, et ensuite celle au président. Ils ont toujours été tenus au courant de la comptabilité, entre guillemets, des événements en question. La presse a très peu évoqué les cas de suicide à la Poste. Pourtant,
Au même moment, France Télécom est confrontée à un énorme scandale médiatique. Comment expliquer que la Poste a échappé aux gros titres des journaux? Pour la première fois, des communicants de la Poste dévoilent la stratégie que l'entreprise aurait mise en place. Gérard travaille au service communication, dans le sud de la France. Lorsque la souffrance au travail a été évoquée dans la presse nationale 2009-2010, tous les communicants ont été mobilisés pour répondre territoire par territoire, en essayant d'expliquer aux médias que tout ça, c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas tant de souffrance au travail que ça, que c'était des événements à la marge, et surtout que les personnes qui étaient victimes de souffrance n'étaient pas victimes de souffrance au travail, mais que c'était dû certainement à des problèmes personnels. À France Télécom, ils ont eu plein d'emmerdes avec leur suicide. Est-ce que la Poste en a eu? Certainement pas. C'est hyper bien bossé. Nathalie a été attachée de presse pendant 10 ans en province. Selon elle, des procédures étaient prévues pour éviter la médiatisation des drames. J'ai eu des cas de suicide à traiter, oui. Alors la première des choses qu'on faisait, c'était de demander est-ce qu'il a laissé une lettre? Est-ce qu'il met la Poste en cause? S'il n'avait pas laissé de lettre, problème perso, privé, on s'en mêle pas. Il est possible, il aurait pu être dentiste. Voilà, ça s'arrêtait là. Par contre, quand il mettait la Poste en cause, je traitais pas du tout les choses de la même façon. J'en faisais plus une victime de la société qui avance, la société qui évolue. Voilà, il avait du mal à prendre le train en marche, il avait du mal à... J'appelais le journaliste du secteur concerné. C'était très, très souvent un ami, et je me débrouillais pour que ça ne sorte pas. Ça ne devait pas sortir, ça ne sortait pas. Le pire que j'ai eu, c'est 2 lignes, quoi. J'ai rarement eu plus. Hein. Et d'ailleurs, j'étais appelé pour ça. Quand j'ai eu un problème, une fois, c'était en Bretagne, et une autre fois dans le Puy-de-Dôme. Je suis intervenu et j'ai étouffé. Ça s'est très, très bien passé. Un problème dans un petit bureau de l'Ardèche, ça va vous... À 9h, il est sur le bureau du siège, et à 9h30, vous avez des argumentaires qui tombent sur tous les bureaux de toutes les attachés de presse de France et de Navarre, quoi. Et on part tous et tous d'une même voix. On raconte la même chose. Ce qui était primordial, c'était de sauver les apparences, quoi. La Poste reste une entreprise conviviale, propre, sereine. Aujourd'hui, Nathalie a quitté la Poste. Elle porte un regard sévère sur son ancien employeur. C'est vrai que un suicide, 2 suicides, 3 suicides, après ça vous vous dites, bon, change ta technique de management, bonhomme, parce que moi ça va pas être possible, je vais pas pouvoir continuer à faire celle qui a pas compris, quoi. Et c'est vrai que moi, à la fin, j'étais en train de chercher du travail ailleurs, parce que je me disais que j'allais pas passer ma vie à jouer les fossoyeurs, quoi. Au terme de notre enquête, nous avons joint le PDG de la Poste en personne, Philippe Val. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Philippe Val. Oui, bonjour Monsieur Val. Voilà, écoutez, je me permets de vous appeler. En fait, j'aurais aimé vous interviewer. Et voilà, en fait, j'ai fait de nombreuses demandes auprès de votre service de presse depuis 2 mois et j'ai obtenu qu'une seule réponse, qui est une réponse négative. Et voilà, j'aurais aimé échanger avec vous, j'aurais aimé vous interviewer sur plusieurs points. L'algorithme qui organise les tournées des postiers, les suicides qui ont eu lieu en Dordogne et dans toute la France. J'aurais également aimé échanger avec vous sur les alertes émises par les médecins du travail du groupe. Et enfin, sur les procédures de communication mises en place par votre entreprise après chaque suicide. Donc voilà, écoutez, je pense que votre parole elle est très importante. Vous dirigez une entreprise qui remplit une mission de service public et j'aurais vraiment aimé vous interviewer. Si vous pouvez me rappeler, je vous laisse mes coordonnées en espérant que vous répondrez favorablement. Merci Monsieur Val, au revoir. Philippe Val ne nous a jamais rappelé. Catherine Mig, vous êtes psychologue, spécialiste de la souffrance au travail. Vous êtes aussi consultante en management, cette fois pour les entreprises. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans notre enquête? Alors c'est le mépris.
Le mépris de la direction, le mépris de l'entreprise pour ses salariés. C'est fort comme mot. Hein. C'est très très fort. C'est à travers, par exemple, l'algorithme. On a pensé de manière très scientifique comment le travail devait se dérouler. On n'a pas demandé aux gens comment ils avaient besoin de travailler. C'est aussi la non prise en compte des alertes qui sont remontées, qui n'ont pas été entendues par les médecins du travail, par les managers aussi, qui ont fait remonter des alertes. Et puis ce sont ces réorganisations incessantes. Ça, c'est méprisant pour les salariés, parce que ça génère une très grande insécurité, une insécurité organisationnelle, c'est-à-dire que ça change toujours, on ne sait jamais exactement comment on va pouvoir travailler. C'est complètement déstabilisant, mais aussi instabilité affective, parce que les suicides, ça crée beaucoup de peur autour dans l'environnement de travail. D'ailleurs, les collaborateurs le disent dans votre reportage. La prochaine personne sur la liste, est-ce que ça va être moi Mais justement, on se pose une question, c'est comment le travail peut amener certains salariés à tout remettre en cause, y compris leur propre vie? Mais parce que le travail, c'est pas juste gagner sa vie. Le travail, c'est quelque chose qui nous permet de nous épanouir, de nous réaliser. Et ça participe de notre identité. D'ailleurs, on ne travaille pas à la Poste, on est postier. Hein, je veux dire, ça dit quelque chose de fort. Ou alors, on est cheminot à la SNCF. Hein, c'est une colonne vertébrale, en fait. C'est une colonne vertébrale et il y a un attachement viscéral à cette entreprise et au métier aussi qu'on exerce dans cette entreprise. Ce qui est étonnant dans notre reportage, dans notre enquête, c'est que même les cadres craquent. C'est-à-dire ceux qui, normalement, doivent appliquer la réorganisation. Parce que les cadres, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils reçoivent des directives avec lesquelles ils ne sont pas d'accord et ils génèrent de la souffrance auprès de leurs collaborateurs. Donc ils sont dans un conflit de valeurs majeur. Et c'est ce que moi je nommerais de la souffrance éthique. Et au bout d'un moment, ils ne peuvent pas continuer à vivre en grand écart, on va dire, entre leurs valeurs personnelles et puis ce qu'on leur demande de faire dans l'entreprise. Ils sont obligés de collaborer à un système auquel ils adhèrent absolument pas. Mais il faut aussi entendre les arguments de la Poste. La direction, elle dit, il y a de moins en moins de courriers, les gens envoient des mails. Tout simplement, le monde bouge et nous, on doit bouger aussi. Il faut se réorganiser. Mais je pense que les salariés sont capables d'entendre ça. Ils sont très intelligents et très créatifs aussi. Si on met les contraintes sur la table et qu'on leur demande de penser ensemble comment ils pourraient faire un métier différents et comment ils pourraient s'organiser différemment. Je pense que par exemple sur le logiciel de tournée, vous demandez aux facteurs, ils vont vous sortir la meilleure solution parce que tout le monde a envie de faire un travail de qualité. Si vous leur donnez les moyens, tout le monde fera un travail de qualité. Donc il faut plutôt faire confiance aux salariés. Mais très franchement, est-ce qu'il est possible qu'une réforme, une réorganisation se passe bien ? Bien sûr, mais il faut faire confiance, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose de vraiment important et je pense qu'il faut travailler avec les personnes et essayer de prendre en compte ce qui se passe sur leur poste de travail. C'est-à-dire ce que je vais appeler le travail réel. On a un écart toujours entre le travail prescrit, ce qu'on vous demande de faire et ce qui se passe dans la vraie vie. Et en fait, il faut organiser le travail à partir de ce qui se passe dans la vraie vie. Tous les aléas qui peuvent se passer dans un environnement de travail. Est-ce que ça veut dire qu'à salariés épanouis, on a une entreprise compétitive ? Tout à fait, une entreprise performante et dans laquelle on a du plaisir à travailler ensemble et on est heureux au travail, avec toutes les nuances autour du bonheur au travail, mais enfin ça c'est un autre sujet. Épanoui en tout cas. Épanoui en tout cas. Merci à vous Catherine Mig. Merci beaucoup.